Bonjour à tous. On est ravis de lancer cette première édition du webinaire de l'Alarme Jeune avec le docteur Hugues de Courson qui travaille à Bordeaux et moi-même, Alice Jacquins, qui travaille à Paris à la Pied-Salpêtrière. On reçoit aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir le professeur Lionel Vény qui travaille à Marseille qui va nous parler du monitorage, de l'intérêt du monitorage du BIS en paire opératoire. Lionel va pouvoir parler pendant 15-20 minutes et puis ensuite on va pouvoir lui poser quelques questions. Merci beaucoup Lionel. Merci Alice, merci Hugues, merci pour l'initiative de cette Analphe Jeune. Donc l'idée c'est de s'intéresser, en tout cas c'est la question qui m'a été posée sur le monitorage du BIS en paire opératoire. Est-ce que simplement regarder un chiffre suffit? Et là on va voir que malheureusement il faut sortir de ce chiffre parce que ce chiffre n'est jamais parfait et qu'il faut, essayer de comprendre un tout petit peu comment ça marche, et deux, voir qu'on a vraiment d'autres critères très intéressants qui sont mis à maintenant à disposition. L'histoire, elle commence il y a très longtemps, hein, 1937, les premiers EEG, et on s'aperçoit que très clairement, sous anesthésie, le profil, il change énormément en fonction des phases du sommeil. Et dès 89, on a les premières analyses automatiques et le premier papier est un papier marseillais dans anesthésiologie et c'est Jean Bimard qui va l'écrire où il va nous montrer comment on peut quantifier euh, les différentes phases du sommeil anesthésique, de la sédation au seuil chirurgical, voire au surdosage. Tous les moniteurs qu'on utilise, je dis bien tous les moniteurs, sauf un, sont basés sur ce principe qui est la transformée rapide de Fourier. C'est un véritable prisme mathématique qui décompose ce signal qui est très compliqué, le EG, en une somme de sinusoïdes. De telle sorte que si on additionne ces sinusoïdes, on recrée à l'identique le EG. Et donc ça, c'est très important parce que on va pouvoir quantifier le nombre de sinusoïdes qui ont telle ou telle fréquence. Et donc on va parler de delta, θ, alpha, bêta. Et on peut avoir un spectre de puissance qui va nous permettre d'avoir des paramètres comme le front de fréquence spectrale 90, c'est la fréquence au-dessous de laquelle il y a 90% de la puissance totale de l'EG. Alors ça peut paraître abstrait, le principe il était très simple. Plus le sommeil est profond, plus le jet est lent. Et vous voyez ici, la CEF, elle était très élevée, 22. Le patient est éveillé, il a un tracé microvolté très riche, avec beaucoup d'ondes rapides. Et brutalement, on va l'endormir, il perd conscience, et on a de grandes ondes lentes, ici que l'on voit, qui vont être des ondes delta, on viendra un peu plus tard, et des ondes alpha, et la CEF s'effondre. Donc plus le sommeil est profond, plus le EG est lent, et on le chiffre sur la baisse de la CEF. Seul problème, c'est que la CEF, elle évolue pas de façon linéaire. Et lors de la phase initiale, lors d'une sédation, on va avoir une augmentation de cette CEF. Et puis après, elle baisse. Et dès qu'on a ce silence électrique, elle remonte. Donc on a même une évolution triphasique qui a fait que ce paramètre est tombé dans l'oubli. Et donc très rapidement, pour compenser ça, il y a d'autres moniteurs qui sont venus avec des arguments qui étaient de dire on va éviter la mémorisation, réaliser une épargne optique, éviter le surdosage opératoire. Et maintenant, on parle de limiter le délirium post-opératoire. Alors la première chose à étudier, c'est est-ce que oui ou non ces moniteurs permettent d'avoir une épargne hypnotique. En tout cas, 1995, pour certains, vous n'étiez pas encore nés, et c'était la première version du BIS qui est arrivée, et il se targuait de pouvoir euh, limiter le mouvement péropératoire. Bon, très rapidement, on s'est aperçu que le mouvement, il n'est pas sous la dépendance cérébrale, il est plutôt sous la dépendance sous-corticale, donc ça marche pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est des concentrations croissantes de propofol. Le bis est beaucoup plus proportionné que la CEF vis-à-vis de ces augmentations de concentration de propofol. Mais attention, dès l'époque, ils nous faisaient du neuromarketing. Et vous allez voir ici tous les patients qui étaient conscients les cercles ouverts et inconscients les cercles fermés.
Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est un plateau. Et il y a une forme de plateau entre 2 et 8 microgrammes par millilitre de propofol. Il n'y a que certains patients qui vont faire baisser le bis, mais la plupart sont dans ce régime de 60 à 30, qui est la phase chirurgicale dite de l'anesthésie. On s'est très rapidement aperçu que ce plateau existe, que ce soit avec les hypnotiques ou que ce soit avec les halogénés. Et en fait, ce plateau, il est lié par la limitation du bis, c'est-à-dire que le bis, vous voyez ici, c'est le pourcentage de silence électrique sur le tracé. Le tracé est plat pendant 20% de la minute, 40%, 60%, et ce n'est qu'à partir du moment où le tracé est plat pendant 35% d'une minute, donc en large surdosage, que là, vous allez avoir le bis qui va baisser. Avant, il stagne aux alentours de 30-40. Et on voit aussi un piège, c'est que vous voyez ces patients-là qui ont très peu de silence, mais ils en ont, et qui ont des bis très très hauts. Ça, c'est parce qu'ils font beaucoup de bursts avec peu de silence. Et les bursts, c'est des fréquences rapides. Et la fréquence rapide, pour le bis, ça, tout de suite, fait penser à de la sédation et il va les monter dans des chiffres compatibles avec la décédation. C'est un biais du bis. Alors, j'attire tout de suite le fait que on parle de moniteur, là je parle du bis, on ne peut pas le comparer à d'autres moniteurs. C'est-à-dire que la plage du 60-40 chirurgical, c'est pas la même si vous prenez un SedLine. Le SedLine, vous devez être entre 50 et 30. C'est 10 de moins. Si vous n'avez pas appliqué ces 10 de moins et que vous travaillez dans la même plage que le bis, vous avez possiblement un risque de mémorisation. Donc il faut être vraiment très attentif à quel moniteur on utilise et quelle plage de fréquence. Et vous voyez que le bis, il y a un petit plateau, après ça rebaisse, mais c'est somme toute assez bien linéaire. D'autres moniteurs comme celui-ci vont faire des vagues incompréhensibles où le patient va passer de un PSI à 30 à un PSI à 60 sans véritablement d'explication. Donc ils ne sont pas tous égaux entre eux. Est-ce que malgré tout cela, le bis génère une épargne hypnotique? Là, la littérature est foisonnante. Oui, on diminue de 10 à 40% la consommation d'hypnotiques. Et les méta-analyses le retrouvent pour les halogénés et également pour le propofol. Et d'ailleurs, les recommandations de la SFAR demandent à utiliser un monitorage pour limiter la consommation en vapeur anesthésique et donc l'impact environnemental. Alors, il y a d'autres moniteurs, comme le NeuroWave, ici, qui est très utilisé en Belgique. Et puis, il y a également des moniteurs qui font pas de la pub, on va dire, pour le monitorage de la profondeur d'anesthésie, comme l'Entropie ou ici le Conox, qui malheureusement, vous voyez ici, c'est le pourcentage de silence électrique, c'est-à-dire que mon patient, il a déjà 20% de silence électrique et j'ai des chiffres entre 60 et 70 sur un range de 100. Donc mon patient est surdosé et le moniteur n'est pas capable de le détecter, voire il me dit qu'il dort pas assez. Donc ce type de moniteur, c'est pas des moniteurs des plus fiables pour essayer de monitorer la profondeur d'anesthésie. Alors je vous ai dit, le chiffre de bis c'est important, mais le chiffre de RS, donc les silences électriques, c'est également important. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a cette magnifique étude sur 13 000 patients qui, au final, va en randomiser 1200, 600 dans chaque groupe. Un groupe guidé par l'anesthésie avec du bis et un groupe en aveugle par rapport au bis. Et il montre que les patients qui sont endormis trop profondément, avec des bis inférieurs à 20, et vous avez compris qu'un bis inférieur à 20, de par la formule, ça ne peut être que des patients en silence électrique et en particulier chez les patients âgés, on va exploser le risque de délirium post-opératoire. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le surdosage et le délirium? Il y a ce travail
qui vous montre que ça, c'est la durée du bis inférieur à 20. En fait, vraiment, ce qui est le plus parlant, vous voyez la différence entre les deux, où il y a un effet dose, c'est la durée de suppression sur l'intégralité de l'anesthésie. Et c'est pour ça que maintenant, ça a été intégré dans les nouveaux moniteurs, et que en plus du RS, d'accord, un bis ne s'interprète qu'avec le RS, vous avez un indicateur de qualité d'anesthésie qui est le ST, c'est-à-dire que c'est la somme depuis le début de l'anesthésie que votre patient a passé en silence électrique. Autant vous dire que là, on est vraiment mal, puisque le patient a largement dépassé le troisième quartile, c'est-à-dire il a dépassé les 10 minutes, et il voit sa fréquence de délirium passer de 15% à 35% à cause de ce surdosage anesthésique. Donc c'est ce nouveau paramètre qu'il faut regarder et qui doit être implémenté dans les feuilles d'anesthésie informatisées pour savoir si on a été bon ou pas en opératoire. Et depuis, les recommandations internationales comme ici l'ASA disent qu'on doit détecter les silences électriques et les mesurer en paire opératoire. C'est plus négociable en fait. Il y a l'index et il y a les RS. Alors, ça fait pas tout. Et vous allez me dire, mais l'étude Engage, elle est négative. Effectivement, 1200 patients randomisés, un groupe guidé par le BIS, un groupe en anesthésie standard. Pas de différence sur le délirium. Bon, là, ils sont embêtés parce qu'il y a une mortalité qui est plus faible dans le groupe, en particulier sur des problèmes cardiovasculaires dans le groupe guidé par le BIS. Il n'empêche pas moins que tout ça n'est pas interprétable. Alors pourquoi? Ben, il y a un vrai problème. Il y a un véritable problème, c'est que vous pouvez mettre le meilleur moniteur dans un bloc opératoire. Si personne ne le surveille et agit, il ne sert à rien. Et donc là, dans le groupe guidé par le BIS, d'accord? Donc ça veut dire que les anesthésistes, ils étaient en permanence sur le moniteur. Ils devaient en permanence le regarder. Vous avez des patients, et une proportion non négligeable, qui vont avoir 120 minutes de silence électrique cumulé sur l'anesthésie. C'est-à-dire que clairement, le BIS n'était pas regardé. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment comparé les mêmes choses. En tout cas, cette étude, elle est très importante parce qu'elle nous dit que la fréquence du délirium, elle est très élevée en post-opératoire de chirurgie majeure et qu'il y a une très grande sensibilité des sujets âgés et que d'être entre 40 et 60 de bis, parce que c'était leur cible, ça n'empêche pas la survenue de silence électrique et donc il faut regarder les silences électriques. Autre étude, donc 300 par groupe, eux, ils montrent que le fait d'avoir un bis plus bas à 35 par rapport à un bis à 50 permet de limiter le délirium à J1. Le délirium à J3, J4, J5, on va dire que c'est de l'inflammation, c'est de la complication post-opératoire, c'est de la décompensation de patient. En revanche, nous, notre target, c'est ce délirium J1, J2, qu'on peut peut-être toucher en monitorant mieux en paire opératoire. En tout cas, c'est ce que croit le JA et la Société européenne d'anesthésie qui disent que les patients doivent avoir un monitorage de la profondeur d'anesthésie et en particulier de regarder les RS et le DSA. Donc la suite du topo, elle ne s'applique pas à tous ceux qui ont des modules sur le scope, c'est pas la peine. Nous, on va s'intéresser à ce fameux DSA qui a un peu le nouvel apport de ces moniteurs et on va voir ce qu'on peut en tirer. En tout cas, vous voyez qu'en 2024, les recommandations européennes disent que clairement, un anesthésiste doit savoir interpréter le DSA. Alors, comment on va passer de ces ondes-là avec une transformée rapide de Fourier à un code colorimétrique et à quoi ça sert et ça peut être utile? Donc, vous vous rappelez mon spectre qui est décomposé par la transformée rapide de Fourier, en fait, je vais le transformer en codage couleur. Rouge, il y en a beaucoup. Bleu, il y en a très peu. Et vert, c'est un entre-deux. Et donc là, vous voyez que ici, cette bande qui est entre 10 et 15 Hz, qui est de l'alpha,
On voit cette bande rouge au cours du temps. Donc que je vais traduire comme ça. Ici, c'est le temps passé. Et je vais voir que cette bande rouge, elle est présente tout au long de l'anesthésie. Et ici, c'est les ondes delta. D'accord? En fait, chaque anesthésique va avoir une signature. Le propofol, l'alpha est très bien identifié du delta. Le sévofurane, il y a une espèce de kissing entre ces deux bandes alpha-delta, donc on est plutôt sur du θ. Et puis après, il y a la dexmédetomidine et la kétamine qui va avoir des signatures complètement autres. En particulier, la kétamine, vous allez avoir une signature très élevée, entre 30 et 50 Hz. C'est pas le sujet. Premier sujet, c'est que certains préconisent de pouvoir titrer l'anesthésie du sévofurane avec la distance de ces deux bandes. En pratique, si elles s'embrassent, ces deux bandes, ça veut dire que vous êtes trop profond et que vous pouvez alléger. Ici, c'est le passage de 0,6 Mach à 1 Mach, et vous voyez que ces deux bandes se rapprochent. Et puis vous réallégez à 0,7 Mach, et là on voit que les deux bandes se séparent. Il y a des études en cours, je ne peux pas vous en dire plus sur le sujet. En revanche, là où je peux vous en dire plus, c'est que quand moi je rentre dans cette salle, tout de suite je sais si le patient va m'embêter ou pas. Et ça, c'est fondamental. Je rentre dans la salle, je regarde le DSA, et le DSA, il est chaud ou froid. Là, on a un DSA chaud. Je sais que ce patient-là ne va pas m'embêter. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, je vous ai modifié, enfin, je vous ai mis les EEG en fonction de l'âge, de 22 à 90 ans. Vous voyez rien, c'est normal. Je vous les passe en DSA. Et vous voyez qu'il y a un truc qui disparaît, c'est la bande alpha. La bande alpha disparaît avec le vieillissement. Mais le vieillissement, le vieillissement n'est pas qu'un vieillissement physiologique. Le vieillissement peut également être un vieillissement lié à des pathologies. Vous devenez un vasculopathe cérébral. Et là, je vous ai mis deux patients du même âge. Un patient qui a un bon cerveau, où on voit une vraie belle bande alpha, un DSA chaud, par rapport à un patient qui a 56 ans, mais qui fume, qui est trop gras et qui, malheureusement, picole. Et au final, eh ben, il a un cerveau de patient de 80 ans. Deux autres, pour vous montrer d'autres moniteurs. Ici, c'est avec un narcotrend. Vous voyez une magnifique bande alpha. Ici, il n'y a pratiquement pas d'alpha. Et donc maintenant, cette bande alpha, on peut la mesurer en puissance. Ici, ben, il a une puissance qui est tout à fait remarquable. C'est un ASA 1, il est militaire, il est cycliste. Lui, c'est un ASA 3, il est hypertendu, angineux, avec une douleur chronique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bande alpha. L'article qui a vraiment mis le point sur les i, c'est celui-là. C'est l'article d'anesthésiologie qui vous montre cette hyperbole. Il vous dit qu'il y a deux facteurs. Ça, c'est la puissance de l'alpha qui diminue de plus en plus. Ici, jaune, elle est très intense, et puis elle va s'amenuiser. Au final, la comorbidité et l'âge, c'est les deux facteurs qui vont vous faire disparaître cette bande alpha. Et en fait, quand on leur fait passer des IRM, on se retrouve à des patients qui sont vasculopathes et qui ont de la leucoariose cérébrale. C'est exactement dans les réseaux qui sont la cible des agents anesthésiques, qui vont agir sur les fibres longues et la communication des fibres longues. Et une lichette d'agents anesthésiques va les faire rentrer en un régime de burst suppression. Et donc ça, c'est le deuxième papier d'anesthésie analgésique qui montre très clairement que plus l'alpha est faible en puissance, plus le patient va présenter des silences électriques. Et ça, c'est fondamental. Ça a également été confirmé ici avec ce papier qui fait la suite. C'est-à-dire que plus il y a de silence électrique péropératoire, parce que moins il y a d'alpha, plus au final, il y a de délirium post-opératoire. Donc ce DSA chaud ou ce DHA froid, le DSA froid va vous permettre de détecter des cerveaux
vulnérables, d'une extrême sensibilité à l'anesthésie, qui, dès que vous mettez une lichette d'anesthésie, vont faire des burst suppression, et si vous ne monitorez pas les RS et que vous n'allégez pas votre anesthésie, va faire le nid du délirium post-opératoire. Donc 45 de bis, c'est une cible recommandée, mais ça ne peut s'interpréter qu'avec les silences électriques. Ça, c'est le premier enseignement. Ça marche, puisqu'on arrive à réduire de 10 à 40% la consommation des anesthésiques grâce au monitorage. On allège nos patients. En revanche, le nouveau paradigme, c'est qu'en plus d'essayer d'avoir une cible de pas de suppression, le DSA nous donne l'âge neurobiologique de notre patient. Et quand vous rentrez dans une salle, ici, vous savez que ce patient va vous embêter. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a déjà des silences, alors que celui-là qui a un DSA chaud, lui, il va être peu apte, un, à faire des silences, deux, à faire du délirium post-opératoire. Contrairement à ce patient. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire qui permet de bien remettre les idées en place. Donc avec notamment la difficulté de l'algorithme propriétaire et une liste de réadaptation à chaque machine qu'on a dans notre bloc opératoire, avec des bénéfices quand même sur la réduction des hypnotiques et notamment sur l'impact environnemental, ce qui n'est pas inintéressant à l'heure actuelle et qui devrait même être une priorité sur le rappel de bien regarder l'index de suppression et puis sur le DSA qui est finalement un moniteur de la santé cérébrale, si j'ai bien compris, et surtout de la recherche d'une certaine vulnérabilité à l'anesthésie. Exactement. Moi, j'avais une petite question justement, puisqu'on parlait de cet impact environnemental. Est-ce que à votre connaissance, il y a des études qui ont fait un peu de l'analyse de cycle de vie? Parce que on regarde vraiment on se dit qu'on fait de l'épargne morphinique, mais au prix enfin, hypotonique, pardon, au prix d'un dispositif. Et est-ce que finalement, juste sur le point de vue environnemental, il y a un réel intérêt à mettre ce dispositif selon vous, ou est-ce qu'on n'a aucune data? Voilà. Alors, il y a peu de data, il y a des data qui commencent à sortir. Tout dépend de votre pratique. C'est-à-dire que si vous êtes déjà sur un centre qui a une tendance à fortement baisser le débit de gaz frais, au final, l'impact environnemental, il est somme toute assez faible. En revanche, si vous êtes avec un débit par sécurité assez ouvert, là, l'impact environnemental, il va être au bénéfice du monitorage. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, beaucoup switch des halogénés vers le propofol euh, du fait de considération d'éco-responsabilité. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, parce que le propofol, il retourne dans la nappe phréatique, donc il a une nuisance également. Mais ce qu'on peut dire, c'est que là, pour le coup, vous allez être contraint de monitorer, parce que en passant aux agents anesthésiques intraveineux, vous allez augmenter de façon exponentielle le risque de mémorisation péropératoire. Vous passez d'une anesthésie qui est parfaitement contrôlée, où vous monitorez vos gaz dans une fraction respirée, à une plus grande variabilité interindividuelle avec les agents hypnotiques, mais aussi à un risque de déconnexion qui passe inaperçu. Et ça, on a de plus en plus de cas où en péropératoire, ben, il y a la voie veineuse qui a été arrachée et on se retrouve avec un arrêt d'administration et un patient qui a tout mémorisé parce qu'il n'y avait pas de monitorage. Donc, nous, le monitorage fait partie de notre prise en charge standard. En revanche, des actes de sédation, mais pour toute chirurgie majeure ou pour tout patient à risque, le monitorage est systématique. Et vous fixez vraiment un objectif zéro burst. Alors, c'est l'objectif. Mm. J'ai pas dit que c'était si simple à avoir. D'accord? Et c'est là où on va rentrer dans un jeu qui est plus difficile à comprendre. C'est, un, détecter le patient qui va faire des bursts pour un régime d'anesthésie standard. Ça, c'est la première chose. Et le DSA est un formidable outil.
Tu vois, là, le DSA, là, il est plus que froid. Et en fait, les nouveaux moniteurs vont regarder la puissance de l'alpha. Et là, il y a quasiment pas d'alpha. Il n'y a rien de rouge dans cette gamme contrairement à ici où tu vois vraiment ton alpha. Et ça, on sait que ces patients-là, ils vont faire des silences électriques et regarde le TS. Le TS, il est à 5. Ça fait des... Donc, le patient a déjà 5 minutes de tracé complètement plat. Celui-là, on est à 0 minute. Donc, ce patient-là, il va avoir deux raisons de faire des silences. Il va avoir une première raison qui est, si tu lui baisses sa tension artérielle, il n'a pas d'autorégulation cérébrale et il va assez rapidement rentrer dans une forme de bas débit cérébral. Deuxièmement, tu as cette grande sensibilité. Donc, tu as des patients chez qui tu vas restaurer l'hémodynamique avec de la bébé-adrénaline et qui vont euh, faire disparaître ces silences électriques. Les moniteurs actuels ne permettent pas de savoir si c'est du bas débit ou si c'est une trop grande sensibilité aux agents anesthésiques. En sachant que le but est vraiment de limiter les silences électriques. Donc après, charge à qui veut, en fonction de la balance, je suis à combien de Mach, je suis à combien d'hypotension, de moduler cette balance entre le bas débit et entre le trop profond. D'accord? Donc si je suis déjà à 0,6 Mach et qu'il a 90 de systolique, clairement, je vais jouer sur la tension artérielle. Et les morphiniques, est-ce que le bis est sensible aux morphiniques? Comment est-ce que je peux guider en tout cas mon utilisation des morphiniques sur le bis ou pas? Alors, oui et non. Le bis n'a pas de... euh, les morphiniques n'influencent pas le chiffre de bis. C'est-à-dire que quand tu vas mettre du Sufinta sur un patient en l'absence de toute simulation, ça ne va pas modifier son chiffre de bis. En revanche, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a moins de fluctuations du bis sous morphinique. Et certains ont couplé ce monitorage avec des boucles fermées, de telle sorte que ils ajustent le morphinique en fonction de la variabilité du bis dans le temps. Alors pourquoi cette variabilité? C'est parce qu'il va y avoir des micro-réveils en fait, sur les stimulations douloureuses, qui font monter le bis. Et ils titrent là-dessus. Je pense pas que ça soit le meilleur moyen, parce que c'est somme toute assez indirect, et au final, tu charges assez fort les patients en morphinique et en particulier en rémifentanil, si tu veux les réveiller assez vite en fin d'intervention, et tu fais un peu le lit de l'hyperalgésie. J'ai une autre petite question sur ce DSA pour diagnostiquer la santé cérébrale. Vous nous avez dit un peu plus tôt que chaque hypnotique avait sa signature Oui, sur le DSA. Et donc, du coup, comment on fait la part des choses en fait entre cette signature froide, chaude et l'impact de l'hypnotique qu'on a à disposition? d'accord. À partir du moment où tu fais du propofol et du sévofurane, ce qui équivaut à 99,9% des anesthésies, d'accord, ta signature doit être une signature de ce type, chaude, sur un cerveau sain. D'accord? Là, l'expert va te dire, ah, là, c'est pas du propofol, ça, c'est typiquement du sévofurane. Pourquoi l'expert va te dire ça? Parce que tu vois que l'espace entre le delta et l'alpha reste assez rouge entre les deux, et que deuxièmement, quand tu regardes tes ondes alpha, qui se surajoutent à tes ondes delta, elles sont très pointues. D'accord? Le sévofurane génère de l'alpha pointu. Le propofol génère de l'alpha très rond. D'accord? Mais bon, ça, c'est des subtilités. En pratique, tu vois très bien que ton patient, il est chaud, et tu l'as avec le propofol, tu l'as avec le sévofurane. Là,
Tu n'es même pas capable de savoir quel agent il a. Et tu sais que ben, malheureusement, ton patient, il a une très grande fragilité, donc il faudra que tu sois assez léger sur ton anesthésie. Voilà. Je vous ai mis le fait qu'on peut faire du bilatéral, d'accord? Donc si on reprend, ici vous avez le déroulé de votre anesthésie, vous avez les ondes delta qui sont concentrées là, vous avez ce chiffre qui est la MEF et ce chiffre qui est la CEF. Donc la sève est à 16, la MEF est à 5. En pratique, on le regarde peu. Le bis est bien meilleur que la CEF. En revanche, on voit qu'on a un alpha très marqué. N'oubliez pas, et ça c'est important, que quand on passe en bilatéral, là, en fait, on va avoir un indice de plus qui est l'indice de symétrie. Alors là, pour le coup, il est neutre. C'est-à-dire que dès qu'il y a une différence de CEF entre la droite et la gauche de plus de 20%, on va avoir une courbe blanche qui va apparaître et qui vous dit qu'il y a une différence entre vos deux cerveaux. Différence de profondeur d'anesthésie ou différence de perfusion cérébrale. Voilà. Donc le bilatéral est utilisé dans certains centres sur, par exemple, de la carotide. Donc, finalement, un moniteur à intégrer dans la prise en charge dynamique de nos patients, et notamment nos patients vulnérables au niveau cérébral. C'est vraiment très intéressant. Alice, tu as d'autres questions? Voilà, il faut dédramatiser. Souvent, les gens ne comprennent pas. Mais le caractère chaud ou le caractère froid permet de vraiment simplifier le message. Du coup, ça, c'est vraiment formidable. Mais est-ce que je peux le mettre à mon patient avant de l'endormir, du coup? Il faut Et qu'il non, dorme. Ah ouais, d'accord. et non. En fait, il faut qu'il dorme. Alors, si tu fais de l'EEG très haute résolution, tu peux t'apercevoir de quelque chose. En pratique, là, avec un bis, tu ne t'apercevras de rien en préopératoire. Et en fait, l'anesthésie est un vrai tilt test qui te permet de voir le caractère de qualité neurobiologique du cerveau de ton patient. Et il y a un autre petit point qui est important et qui est intéressant, c'est la kétamine. Alors la kétamine, elle va agir complètement différemment. Elle n'est pas du tout GABAergique, elle est plutôt excitatrice. Et donc avec la kétamine, ce qui est attendu, c'est d'avoir sur le DSA, alors ici un delta, dès que vous mettez de la kétamine, vous avez un delta très haché. C'est pas l'espèce de ligne rouge et uniforme. Vous avez cette ligne qui devient très hachée. C'est la caractéristique de la présence de kétamine. Mais surtout, c'est ici, vous allez avoir cette bande de fréquence qui va apparaître et qui vous dit que votre kétamine, elle est agie au niveau cérébral et que le bis, eh ben, il est faussé vers le haut parce que comme il voit ces ondes rapides, pour lui, c'est de la sédation et il vous remet obligatoirement entre 70 et 80. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que les patients chez qui on fait de la kétamine et qui n'ont pas cette bande qui apparaît, en fait, ces patients-là vont avoir, alors ils ont souvent un spectre froid à la base, d'accord? Et quand on leur fait la kétamine, eh ben, s'il n'y a pas cette bande qui apparaît dans le régime haut de fréquence, 52% des patients vont faire du délirium post-opératoire. Si la bande apparaît, c'est 20% qui vont faire, donc un chiffre normal, d'accord, pour pas ramener à l'âge, qui va faire cette proportion de délirium post-opératoire. Donc cette absence de bande rapide à l'injection de kétamine en bolus, sous propofol ou sous sévofurane, hein, d'accord? C'est quand vous allez l'utiliser en co-anesthésiant, euh, va être un élément marquant qui va signaler que votre patient est à très haut risque. Une chance sur deux, je crois qu'on a peu de tests en médecine qui montent à 1 sur 2 de délirium post-opératoire. Mais ça ne doit pas être utilisé comme test. D'accord? Vraiment pas. Voilà. Et effectivement, si on perd fortement.
Ah oui, on perd bien. Et en restant sur cette histoire d'un petit peu d'analyse de la santé cérébrale, et alors je sais qu'il y en a qui travaillent sur la consultation endormie, etc. Est-ce que il vous est déjà arrivé chez un patient qui n'est pas spécialement morbide et qui a un spectre très froid d'aller faire des investigations secondairement, ou est-ce qu'on c'est trop immature à l'heure actuelle? Alors pour l'instant, c'est trop prématuré. On a encore une étape à passer. Mais très honnêtement, ça serait une très bonne indication d'adresser ce patient à un gériatre. En tout cas, d'avoir une prise en charge dite spécialisée pour la suite, parce que ce patient est à risque de dysfonction cognitive post-opératoire. Voilà. C'est un vrai tilt test, en fait. Vous démasquez des patients. Et c'est une notion qui est récente, hein, qui est arrivée sur les 6 dernières années, qui a encore du mal à diffuser, parce que les gens, bah, comprennent pas ce que c'est qu'un DSA, et deux, comme c'est pas un affichage standard par défaut sur la plupart des moniteurs, et encore qui n'existe même pas sur les modules de scope, eh ben, ils ne se sont pas acculturés à cette densité spectrale. Annie, d'autres questions? Non, merci beaucoup, Lionel, pour cette présentation qui était claire et qui a vraiment permis de dédramatiser, et particulièrement le DSA. Je ne sais pas pour toi, Hugues, mais Si, si, c'est vrai que c'est toujours, quand on est confronté à un DSA, on me l'a expliqué plein de fois, hein, donc je passe beaucoup de temps à essayer d'interpréter, mais là, chaud-froid, ça me va bien. avec les couleurs, oui. Chaud-froid, ça me va bien, très Voilà, visuel, très chaud, coloré. froid. Non, non, mais c'est un vrai indicateur et surtout qui je trouve est très intéressant parce qu'au-delà du chiffre dont on peut se méfier, du rapport de suppression sur lequel on peut plus ou moins agir, au moins on a un indicateur très visuel du fait qu'il faut être particulièrement attentif chez ce patient. Et ça, c'est très intéressant parce que pédagogiquement, c'est facile à expliquer finalement et surtout, c'est facile à utiliser. Donc je trouve ça extrêmement séduisant. Et Mais vous m'avez pas posé la question sur est-ce que ça marche sur la mémorisation? On n'a Bah, pas posé toutes les questions qu'on voulait, mais Alors, ça marche sur la mémorisation avec les anesthésiques intraveineux. C'est démontré. Avec les halogénés, il n'y a pas de preuve, dans le sens où l'effet amnésiant est bien plus fort et il est difficile de le démontrer si on a une administration constante d'halogénés en opératoire. D'accord? Et dans les papiers, les cas de mémorisation qu'ils ont eu sous BIS avec des halogénés, quand vous regardez les courbes individuelles, c'est sur des arrêts liés à des cuves vides de plusieurs minutes. D'accord? oui. Voilà. Donc on peut se demander comment une cuve peut rester vide alors qu'il est dans un groupe interventionnel et qu'ils doivent surveiller en permanence le BIS pour être dans une cible. sont trop concentrés sur le 10. Effectivement. Voilà. Et Et- juste une oui. petite digression. Donc moi, je travaille en neurochirurgie. Je suis très embêté souvent pour le fait de pouvoir poser un bis chez mes patients. Alors, il y en a qui proposent des positions alternatives, hein, parfois un peu exotiques. Est-ce que ça, on peut se dire que ça peut fonctionner un peu ou est-ce qu'il faut vraiment se dire que non, c'est pas possible? Honnêtement, le fait de le mettre en occipital, ça peut pas marcher puisque en fait c'est une redistribution de l'alpha qui est présent en occipital qui va se mettre en frontal sous anesthésie. Donc ce concept du DSA chaud-froid, et en fait, il est valable pour un monitorage frontal, hein. Il n'est pas valable pour un monitorage occipital. Et le plus gros problème de la neurochirurgie, en fait, c'est sa pneumocéphalie péropératoire, qui te limite quand même grandement la qualité du signal. Si tu fais de la neurochirurgie intracrânienne, le monitorage est difficile. Voilà. En revanche, si tu fais du rachis, là, je t'invite vraiment à avoir du monitorage. Sur du rachis lourd, c'est vraiment intéressant. Intracrânien, c'est compliqué. Ouais, mais c'est extrêmement intéressant.
Moi, j'ai plus de questions. On a validé pas mal de sujets et surtout très pratico-pratique, je trouve. Euh, Alice. Donc je regarde mon bis. C'est pas parce qu'il est à 44 qu'il n'y a pas de silence. Vous voyez, il a 52, il y a déjà des silences sur celui de gauche. Donc ça doit s'interpréter avec les RS. Et deuxièmement, bah, quand j'arrive en salle, je vois ce qui s'est fait avant. Et je vois que là, bah, il y avait 5 minutes de silence absolu cumulé. Donc l'anesthésie, elle n'a pas été forcément optimale. Ou en tout cas, le patient, il est vraiment très sensible aux agents anesthésiques ou à l'hypotension. Très bien. Bah, merci beaucoup pour Merci votre pour temps ce précieux, message. pour cette Merci super beaucoup à présentation. vous. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre notre activité sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Facebook, un petit peu X. Il y aura donc dans le cadre de la NARF Jeune un stand au prochain congrès à Caen. Et nous proposerons en plus de webinaires réguliers, des journées de formation avec un programme à venir. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Excellente fin de journée. Merci encore, professeur Lionel Belli. À très bientôt. Merci beaucoup.